Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur The TN Show. Aujourd'hui, on va reprendre ce qu'on a déjà commencé la semaine dernière avec le nouveau format, c'est-à-dire qu'on va vous présenter chacun une chronique dans des domaines différents. On va traiter aujourd'hui de politique, de cinéma, d'automobile et de sport. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important. On se souvient, lors de la rentrée de septembre du premier opus, de ce que l'on avait appelé les rencontres de Saint-Denis, orchestrées à l'initiative du chef de l'État le 30 août dernier. L'objectif était de convier chacun des représentants des différents partis politiques disposant d'une représentation nationale au Parlement pour créer du consensus, du dialogue dans un pays largement divisé sur de nombreux sujets, tant nationaux qu'internationaux. Emmanuel Macron avait communiqué sur le succès et l'efficacité de ces rencontres et a tenu à en réorganiser d'autres en ce vendredi 17 novembre 2023. Au menu, le traitement de la situation sur le plan international avec sans surprise des discussions concernant la guerre entre Israël et le Hamas et une guerre qui est désormais passée sous les ondes radars des médias depuis le 7 octobre dernier, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Sur le plan national ont été évoqués des sujets plus généraux, comme l'élargissement du référendum aux sujets sociétaux. Je vous rappelle qu'il existe plusieurs types de référendums et que l'usage de ces derniers est très réglementé dans notre Constitution avec l'article 11 notamment. Il existe tout d'abord le référendum législatif portant sur un projet de loi émanant du gouvernement ou une proposition de loi portée par des parlementaires. Ce type de référendum peut être utilisé sur l'organisation du pouvoir public, sur des réformes relatives à la politique sociale ou environnementale ou au service public. Il existe également des référendums d'initiative partagée qui peuvent être organisés dès lors que 1/5 des parlementaires soutenus par 1/10 des électeurs le proposent. Enfin, il existe le référendum constituant pour réformer la Constitution et le référendum au niveau local. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Internet et notamment sur le site du gouvernement Vie publique. Et donc tout cela pour vous rappeler que le 4 octobre dernier, Emmanuel Macron avait proposé d'élargir ces conditions d'usage du référendum et que c'est donc dans ce contexte aussi que s'ouvre ce deuxième volet des rencontres de Saint-Denis. Enfin, des potentielles réformes constitutionnelles seront également au programme avec la question des statuts juridiques de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie qui avait fait couler, si vous vous en rappelez bien, beaucoup d'encre dans l'actualité fin septembre. Si tous les chefs de partis politiques étaient présents lors du premier épisode, ce dernier a dû faire de nombreux déçus. En effet, ils seront bien moins nombreux lors de ce second opus, puisqu'en effet, Éric Ciotti pour les Républicains, Olivier Faure pour le PS, Manuel Bompard pour LFI ne se rendront en effet pas à la réunion avec le chef de l'État. L'opposition Emmanuel Macron sera donc seulement représentée par Marine Tondelier, Jordan Bardella et Fabien Roussel, puisque les autres participants, Stéphane Séjourné, François Bayrou ou Édouard Philippe notamment, sont beaucoup moins critiques envers le gouvernement. Ces rencontres reflètent plusieurs oppositions internes au sein des partis qui ont refusé de s'y rendre. Tout d'abord, s'il en fallait une preuve supplémentaire, la NUPES est à bout de souffle, en bout de course. Ils n'ont plus aucune ligne directrice commune ou un soupçon de sentiment d'appartenance, encore faudrait-il qu'ils en aient eu un jour. Mathilde Panot a d'ailleurs demandé, je la cite, au PS et à Europe Écologie Les Verts de clarifier leur position.
La présidente LFI à l'Assemblée nationale n'attend que de former une liste commune en vue des élections européennes de juin prochain, pointant, je la cite encore, un manque de matérialité de l'Alliance dans l'hypothèse de l'absence d'une liste commune lors du prochain scrutin électoral. Ça casse également chez LR où les divisions apparaissent une fois encore publiquement, malgré le ton rassurant employé depuis la rentrée par le président Éric Ciotti s'appuyant sur la ligne politique qu'il porte depuis longtemps dans le mouvement, marqué assez à droite. En effet, Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, a indiqué dans une interview mercredi 15 novembre que, je cite, Éric Ciotti devait expliquer ce qu'il avait en tête, affirmant quant à lui ne jamais refuser les occasions de dialoguer. On va maintenant passer aux autres sujets puisque le sujet que j'ai présenté, la chronique que j'ai faite des rencontres de Saint-Denis ne porte pas finalement à débat. Donc on va passer maintenant à vos chroniques. Je vais donner la parole maintenant à Tom qui va vous faire une critique cinéma du film qu'il est allé voir mercredi soir. Salut très chers auditeurs, aujourd'hui on va parler de Killer of the Flower Moon qu'on simplifiera par KOTFM si je dois le répéter. Un long film très long de 3h30 réalisé avec brio par Martin Scorsese dont on ne cite plus Le Loup de Wall Street, plus récemment The Irishman, un drame thriller policier, on va voir qu'on s'en rapproche, que je vous recommande, avec De Niro, avec Al Pacino et avec Joe Pesci, encore une fois au sommet de leur art. Mais bref, aujourd'hui on va parler de Killer of the Flower Moon, c'est ce qui nous intéresse. Encore un drame bien ficelé, attention, spoiler alerte. On est dans les années 20 aux États-Unis. Une tribu indienne devient extrêmement riche grâce à un champ de pétrole. Il s'agit des Osages. Ici vit Will, alias Robert De Niro, et son neveu Ernest, alias Leonardo DiCaprio. Il est en quête de blé, il revient de la guerre, il a plus une thune, enfin tu gagnes pas beaucoup de sous quand tu vas à la guerre, tu gagnes plus un petit peu de frisson et voilà. Du coup il revient de là-bas et il veut se faire de l'argent. Et le film va débuter de manière très classique, une série de meurtres perpétrés sur des otages. On sait que le film est un drame. Ernest et De Niro sont bons enfants, ils discutent de ça tranquillement et ils font quelques vols, quelques petits trucs, mais rien de méchant, plutôt une volonté de ne faire qu'un justement avec les osages qui les intriguent énormément. La suite par contre est bien moins joyeuse, elle est même plutôt terrible. Écoutez bien. De Niro se révèle être un machiavélique stratège et extrêmement puissant dans la région qui a fait marier Ernest avec une sœur Osage, une des dernières de la famille de la lignée. Et petit à petit, Robert De Niro va faire assassiner tous les Osages, toutes les sœurs et tous les frères, un par un. Et à la fin, il ne reste plus que l'épouse de Ernest. Comment faire? Car Ernest, De Niro, en fait, veulent juste l'héritage du pétrole. Ils veulent faire fortune. Il décide donc, Leonardo DiCaprio décide donc de faire cavalier seul et tombe même éperdument amoureux de sa poule. Sa poule? Oui, c'est une expression. Ah. Collègue. Un procès est ouvert, Ernest accuse Will et fera peser des preuves accablantes contre lui et le fera condamner d'ailleurs à perpétuité. Malheureusement, il se fera quitter par sa femme car il a quand même suivi De Niro et a voulu tuer sa femme. À l'époque, les traitements contre le diabète qu'avait sa femme, on voyait apparaître le début de l'insuline. Dans cette insuline, il versait une petite fiole pour tuer petit à petit sa femme. Il s'est rendu compte qu'il était fou amoureux de cette personne et au final il a arrêté, il buvait même la petite fiole qu'il ne devait pas boire. Et voilà, par amour. Par amour, il a quand même voulu la tuer. Il a quand même voulu la tuer et se faire des sous. Ouais. C'est vrai. Et donc sa femme va le quitter car elle comprend la supercherie, elle comprend que Ernest et Will sont derrière tous les meurtres. Il y a quand même de quoi à se reprocher, ce jeune garçon. Oui. Bref, beaucoup de spoil, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai dit là que des bribes, que en surface. Martin Scorsese est au sommet de son art avec un film beaucoup trop bien filmé, beaucoup trop bien filé. Merci pour cette grande chronique intéressante sur le cinéma. On peut pas en parler nous parce qu'on n'est pas allé le voir. Tom est allé le voir tout seul Comme un grand. mercredi. Très tard. Très tard, ça a dû finir vraiment tard alors parce que 3h30 c'est vraiment... moi personnellement j'aurais pas eu le temps.
On va passer tout de suite à la chronique sportive d'Alan. Bon bah pour ma part, je vais faire une chronique un peu moins longue. Nous allons parler du Tour de France 2025. Les organisateurs du Tour de France ont annoncé dans un communiqué que le grand départ de l'édition 2025 partira du nord de la France à Lille. Après Copenhague en 2022, Bilbao en 2023, bientôt Florence en 2024, le Tour de France remet le cap vers la France pour le grand départ de son... J'aime mieux. Alan qui est fait. Oh là là. Pour le grand départ de son édition 2025. Les organisateurs ont annoncé mardi 14 novembre dans un communiqué que la grande boucle s'élancera depuis le nord de la France à Lille plus précisément, point de départ de cette 112e édition. Les détails seront dévoilés jeudi 30 novembre. Absente de la carte du Tour de France lors des 2 dernières éditions, les routes du Nord retrouveront donc le peloton et la plus grande course du monde. C'est Diesel là, hein. Et ça va être la conclusion. Allez gros. Attention, là, c'est calé. Alors là, attention, hein. C'est dans la lancée là. Bah non. Ah mais canal. Du permis, quoi. Et voilà. Allez, bim. C'est le stop qu'on. Ah merde. Allez, stop là. Oh mince. Ah bah vous êtes recalé. Ah bah voilà. Ah bah voilà la police. Ah bah on va retirer le permis, ah bah ouais je l'ai. Allez là. Allez Diesel. Allez. On démarre à 4000 tours là. Ouais, 7. Avec sans nul doute des passages dans les secteurs pavés à l'origine, dans l'histoire de la grande boucle, de quelques déconvenus d'acteurs majeurs, comme Alberto Contador ou Chris Froome, contrat à l'abandon en 2014, alors qu'ils étaient tenants du titre. Pour la 5e fois depuis sa création en 1903, la grande boucle s'élancera de la région des Hauts-de-France. Après l'édition 1960 et 1994 à Lille, 1969 à Roubaix et 2001 à Dunkerque. Après avoir fini l'édition 2024 exceptionnellement à Nice, en raison de la tenue des Jeux Olympiques de Paris, le Tour de France 2025 reprendra donc la tradition d'un départ dans l'Hexagone. Merci Alan pour cette chronique très intéressante sur le Tour de France, voilà. Et donc ça nous paraît normal ici au TN Show que le départ soit en France. Ça devrait être, selon mon point de vue en tout cas, toujours le cas. Et malheureusement, cette tradition est un peu dévoyée en ce moment. Alors, voilà, on va passer à la dernière chronique ce soir présentée par Mathias qui va vous faire une chronique sur l'automobile. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vais vous parler aujourd'hui d'une voiture iconique, d'une voiture très connue, très sportive, très puissante, très cossue. Je vais bien sûr parler de Volkswagen Passat. Alors si vous n'êtes pas persuadé par cette introduction, Mettez-le en commentaire. Voilà, je vais vous en mettre plein les yeux. Alors, Volkswagen a dévoilé la 9e génération de la Passat en août 2023. Et là, on est en octobre, donc voilà, là, on va s'intéresser, et c'est novembre, on va s'intéresser sur les différentes versions que va nous proposer cette Passat. Alors, cette Passat, déjà, elle va débuter en termes de taille, parce qu'il faut en parler, à 42 000 €, à peu de choses près, en finition Passat, qui sera motorisée par un i5 turbo avec couplé à une légère hybridation, 150 chevaux, voilà, ça fait le café, très bien. Et après, Volkswagen a décliné sa Passat sous différentes finitions. Finition Passat pour la version de base, Life Plus, Airline pour la griffe un petit peu plus sportive et élégance pour le raffinement, tout ça, voilà. Et donc, ces différentes versions feront entre 150 chevaux et 272 chevaux pour la version la plus puissante. C'était jamais arrivé sur une Passat, voilà. Et donc, après, les différentes transmissions, voilà, tout ça, traction,
transmis aux roues avant du coup, et intégrale, donc 4 roues motrices pour les versions hybrides, parce que j'ai oublié de le préciser, les versions 272 chevaux, c'est une version hybride, donc un moteur thermique et un moteur électrique. Alors, c'est différentes concurrentes, parce que c'est également un marché très concurrent. Si on a la Peugeot 508, l'Audi A4, même s'il fait partie du même groupe, je l'ai mis quand même, et également la Mercedes classée, une rivale de taille. Voilà, et également on peut noter que Volkswagen a vraiment retravaillé également l'intérieur de cette Passat avec un immense cockpit. Alors le cockpit c'est côté conducteur, ça veut dire en fait c'est juste là où il y a les différentes informations au niveau du moteur, les tours minutes, le rapport en G, et puis les kilomètres-heure et puis d'autres petites infos, jauge à essence, tout ça, et également un grand écran en géant. Même votre télé elle n'est pas aussi grande, 12,9 pouces, c'est très grand. Et à première vue également l'intérieur comme l'esthétique de la voiture est globalement réussi. Voilà, et également j'ai oublié de le préciser pour les puristes qui aimeraient bien un peu taquiner le levier, il n'y a pas de boîte manuelle, c'est tout automatique. C'est la 9e génération de Passat qui est sortie, je savais même pas, en 1973. La première Passat en 1973, on n'était même pas nés. Ah non, 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 les même gars, notre daron était pas né. Bon. Oui, Ouais, donc oui, c'est pour vous dire qu'elle a un petit peu de vécu et que globalement je suis monté une fois dans une Passat, c'est neutre, ça fait le café quoi, c'est confortable. Ça fait le café là. Voilà. Trop bien. Allez, Allez, tu voilà. traverses, là. On n'était pas nés en 73 et on est une belle équipe de tripanés par contre. Voilà, c'est ça. Ça y a pas de souci. Allez. Voilà. Bon, en tout cas, si vous devez acheter une voiture, penchez-vous sur la Passat. C'est le message que voulait faire passer Mathias. Vous aurez en plus l'occasion de rouler dans une voiture assez sportive et vous pourrez comme ça doubler Tom en moto. Voilà, c'était les derniers mots de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder chaque jour. On fait presque 250 vues par jour. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Bon, et Tristan a rien suivi. La Passat, c'est pas une sportive, c'est une routière. Thank you.